Enfin, le toit de la résidence se dessina dans la brume. En arrivant au sommet de la colline limitrophe, Ngamba se mit à ralentir le pas et à se demander où il allait. « Mais je suis fou !» maugréa-t-il. « Comment ai-je pu venir jusqu'ici sans être invité par le commandant? Et puis, si Meka dormait encore chez lui, ce n'est pas l'heure d'aller le réveiller. » Et Ngamba prononçait ces paroles, auxquelles il ne croyait pas du tout, en satisfaisant un petit besoin qu'il avait eu subitement au sommet de la colline. Il renoua son peigne et se demandant encore ce qu'il faisait. Lui, paysan de la brousse, en plein centre administratif, à cette heure matinale. Bien sûr, il avait promis à Clara de lui ramener son mari, fût-il dans la gueule du lion. Mais ces paroles étaient de celles qu'on dit sans y penser. Clara, ce matin, avait su chatouiller son amour-propre pour le déterminer à entreprendre cette périlleuse aventure où il risquait la prison. Oui, c'était bien ça qu'il risquait, car le commandant ne voyait rien d'autre pour les indigènes qui rôdaient dans son quartier sans y être invités. Mais comment aurait-il pu rester indifférent aux paroles de Clara, qui, après avoir appelé les hauts faits de leur père, s'était indigné que son frère Ngamba ne pût parler devant un incirconcis sans avoir envie de satisfaire un besoin. Ngamba avait protesté, puis, prenant la mémoire de son père à témoin, ainsi que la Sainte Trinité, il avait promis à sa sœur d'aller demander au commandant ce qu'il avait fait de Meka, à qui il avait donné une médaille. Maintenant qu'il se trouvait devant le bureau du commandant, Ngamba commençait à réaliser la folie de son entreprise. Il y avait des gens comme lui qu'on avait cueillis à la véranda de la résidence sans qu'on ne fût informé des motifs de leur visite. Ils étaient en prison pour un temps indéfini. Aucun indigène n'osait s'aventurer au sommet de la colline limitrophe. Et on ne tombe pas dans un piège les yeux ouverts, dit tout haut Ngamba en repoussant chemin. Nos ancêtres disaient: si ton cœur se met à battre en arrivant au terme de ton voyage, rebrousse chemin. Ngamba commençait donc à dévaler la colline au pied de laquelle on apercevait les cases du quartier indigène. Il marcha jusqu'à ce qu'il ne vit plus la colline, puis il s'assit sur une borne. Il se couvrit entièrement de son peigne, croqua une noix de cola et attendit le premier passant. Lorsqu'il commença à désespérer, une ombre se dessina dans la brume. Elle se dirigeait vers le quartier européen. « Oh, homme qui passe !» cria Ngamba quand elle fut à sa portée. « Que ta matinée soit bonne !»« Hé, homme ami, que la tienne soit aussi bonne !» répondit le passant emmitouflé dans une couverture de laine. Il s'avança vers Ngamba. Ngamba lui offrit un quartier de noix de cola que l'autre lança dans sa bouche tout en laissant échapper une nappe de vapeur. « Les blancs nous conduiront loin », commença Ngamba. « Si à l'heure actuelle, où je devais être auprès d'un bon feu, je grelotte de froid sur cette borne, c'est que je ne suis plus moi-même. » Oui, tu n'es plus toi-même, renchérit le passant qui tira un peu plus les pans de sa couverture. À la maigreur du caméléon, inutile de demander s'il est malade. Mon frère, tout change dans ce monde des blancs, poursuivit Ngamba. Les hommes sont devenus invisibles comme les esprits et disparaissent comme les pièces d'argent. Celui que je cherche a épousé ma sœur. C'est un homme mûr, un vrai. Oh, passant, n'aurais-tu pas vu un homme mûr avec une médaille? Pas ma mère, répondit le passant. Je n'ai pas vu cet homme mûr que tu me demandes. Mais si je le vois, je saurai que c'est lui à cause de sa médaille. Et je lui dirai qu'un autre homme mûr l'attend sur une borne kilométrique. Au bord de la grande route, précisa Ngamba.
Oui, au bord de la grande route, répéta le passant en lui disant au revoir. Oui, c'est ça même, s'anima Ngamba en lui répétant jusqu'à ce qu'ils disparussent les mêmes propos. Il s'adressa ainsi aux quelques rares passants qui, par cette brume, se hasardaient sur la grande route vers le quartier européen. Quand Ngamba eut terminé la cola qui l'avait fait patienter, il se leva et reprit le chemin du retour. Il avait trouvé ce qu'il allait dire à Kalara. Cela n'avait pas été difficile. On pouvait deviner facilement où pouvait se trouver un homme mûr du rang de Meka à qui on avait donné une médaille la veille et à qui avait été invité à la résidence. Meka était bien de ces indigènes qui avaient le privilège de manger et de boire avec les Blancs. S'il n'était pas revenu au village, c'est que le commandant lui avait trouvé un lit à la résidence. Il n'y avait donc pas lieu de se faire de mauvais sang. Tout à ses pensées, Ngamba avait repris son pas alerte. Quand il arriva au village, il fut étonné de ne trouver personne dans les décombres de la cour. Une grande animation semblait régner dans la case de Meka. Ngamba accéléra le pas tout en se demandant s'il retrouverait sa part au festin qu'on était en train de faire. Il s'encadra à la porte et le cri strident que poussa Kalara lui fit mal au ventre. Les femmes se mirent à pleurer tandis qu'il sentait ses pieds fondre. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il » vociféra-t-il à 2 reprises pour se libérer de l'angoisse qui l'étreignait. Seuls les pleurs lui répondirent. Il se rua dans la case, écrasa quelques pieds et se dirigea vers le lit où était étendu Meka. « Les Blancs ont failli le tuer » expliqua Mpomti qui s'était encore levé les fesses nues. « Nous sommes tous venus pour pleurer avec lui. » Et Ngamba s'assit sur le bord du lit. Et Meka poussa un soupir. « Et que t'est-il arrivé ?» demanda Ngamba, les larmes dans la voix. « J'ai été jusqu'à la résidence, pour savoir ce qui t'était arrivé. » Ces mots provoquèrent un remous dans la foule et Ngamba, que tout le monde regarda comme s'il avait eu de tête, se dressa au milieu de la cour. « Je viens de chez le commandant, » reprit-il. « De l'endroit où un homme ne peut mettre les pieds s'il n'a une lourde paire de couilles. » Un murmure accueillit ces mots. Ngamba se retourna spontanément vers Amalia, dont il avait reconnu le reniflement sceptique. Il poursuivit cependant. Il se retourna vers le lit de Meka qui s'étira. « Nous avons abandonné tous nos travaux pour le malheur qui l'a frappé et qui nous frappe tous. Et nous ne sommes pas des Blancs pour nous foutre des malheurs des autres, » répondit-il qui maintenant avait tiré son peigne. « Nous sommes venus pleurer avec lui, » continuait-il. Nua eut une damjane de vin de palme sur la tête. L'autre, dans un panier qu'il portait sur son dos, pénétra dans la case. « Où va ce vin ?» fulmina Ngamba. Nua se libéra de ses fardeaux au milieu de la case et alla chercher un gobelet sur l'étagère. « Vous croyez-vous chez un fou ?» demanda rageusement Ngamba. « Quelle espèce d'homme êtes-vous donc? Vous autres, Meka est allé chercher une médaille chez les Blancs. Il en revient moribond. Et vous en profitez pour le piller? Le piller? Non, c'est la coutume, protesta l'assistance. Un Ti se leva pour parler au nom de tous. Nous en avons assez de ces vieilles fesses, lui lança quelqu'un. Tout le monde se mit à rire, même Ngamba, qui en oublia sa rage. Quand le calme revint, un Ti prit la parole. Ici, nous sommes tous des Mvema. Et nos ancêtres agissaient comme nous en ce moment dès qu'un malheur arrivait. Les Blancs ont failli nous enlever Meka. Meka qui est tout pour nous. Ce ne sont pas des événements qui arrivent tous les jours. S'il nous faut pleurer, nous devons le faire, dans la ligne que nous aurons laissé nos ancêtres.
Auntie a raison, approuva quelqu'un. Auntie est un homme mûr, renchérit un autre. Il dit une chose importante. Vraiment, une chose qui a du poids, c'est la sagesse d'Envema. Auntie ira vraiment loin. Et Ngamba retroussa bruyamment son peigne en roulant les yeux. Il haleta, courut chercher Saguet, qu'on voyait dépasser le dessous de son lit, puis, après avoir frappé 3 coups sur le sol, demanda le silence. La parole est à Ngamba, dit Nti. Taisez-vous, ajouta Isomba. Est-ce qu'il y a plus d'hommes mûrs dans cette case? Le silence devint complet après quelques tours. Et Ngamba défonça encore le sol en y assinant un grand coup avec le manche de sa sagaie. Tous les regards se tournèrent vers lui. Des hommes mûrs ou des enfants, commença-t-il. Je me demande ce qu'il y a dans cette case. Personne ne réagit à ces mots, car on ne savait pas encore où il allait en venir. Au lieu de vous indigner contre le traitement que les Blancs ont infligé à Maka, vous ne pensez qu'à boire du vin, et à boire du vin de palme, en débitant des bêtises. Et je me demande quelle espèce de gens vous êtes, vous autres-ci. Et Ngamba parlait d'une voix ferme, presque neutre, avec une moue méprisante qui faisait remonter le coin gauche de sa bouche presque au niveau de sa pommette. C'est une parole, et une vraie, approuva bruyamment Nua, qui s'était déjà payé en nature et qui se léchait les lèvres. Ferme cette damjane. Ferme-la. Ferme cette damjane que tu as entre tes jambes. Ferme-la. Où vous croyez-vous tous ici, hein? Vitupéra Ngamba. Avez-vous découvert un cadavre d'éléphant? Eh qui, doucement, intervint-il. Calme un peu ton cœur. Un homme nu ne parle pas ainsi. Ferme ta sale gueule, rugit Ngamba. Comment peut-on appeler ça un nom? Ajouta-t-il en levant son articulaire gauche vers Ti et Bété. Voilà 20 ans que tu t'assois devant Meka pour partager tous ses repas et même les moindres choses qu'une femme peut donner à son mari pour occuper sa bouche. Je ne savais pas qu'il y avait des mborosi partout. Aïe, mon père! Un tressaillement de fureur qui tremblait les lèvres d'un Ti qui, assis sur ses talons, ne réalisait pas encore ce qui lui arrivait. Il voulut se détendre pour bondir, mais son éléphantiasie l'avait retenu solidement au sol. Ses fesses qui avaient décrit une trajectoire dans l'air vers Ngamba revinrent paisiblement sur la terre. Il poussa un cri guttural, cracha devant lui et provoqua un remous autour de lui, tandis qu'Ngamba le considérait ironiquement. Des bras puissants l'immobilisaient pour l'empêcher de se battre. Un homme nu ne se bat pas, lui criait-on. Quelles sont ces façons? Depuis quand un homme nu se bat-il, hein? Ça c'est une honte, c'est vraiment une honte. Eh, calme-toi, Paul, ne sois pas impétueux comme ton saint homonyme. Jésus, Aka, laissez-moi, suffoquait Nti en essayant de se glisser entre les puissantes mains qui le retenaient. Laissez-moi. Laissez-le, il faut le laisser. Laissez-le, qu'on voit un peu ça, suggéra un mauvais plaisant. On en a assez de Nti. Ok, ta gueule, lui répondit un autre. Nti n'a rien fait. C'est ce nègre de la blouse qui... Aka, ne l'écoute pas, coupa quelqu'un. Je ne te reconnais plus, Paul. Quelle impétuosité. On dirait un jeune homme. Sûr que tu peux encore beaucoup de choses. Laissez-moi, haletait Nti en se débattant. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Le Seigneur lui-même, qui s'est laissé insulter et battre jusqu'à crever, ajouta Isomba. Ça va, je vous obéis, dit Nti en croisant les bras sur sa poitrine. Je vous obéis, ça va. Quelqu'un lui tendit une noix de cola. Un autre lui donna du tabac à priser. Nti, tout fier de l'importance qu'on lui accordait,
quitta ses talons pour s'asseoir comme il en avait l'habitude, les fesses nues sur le sol. Le calme revint dans la case. Tout en agitant son pied gauche, Ngamba contemplait l'assistance groupée à ses pieds. Où étaient les hommes vaillants, les vrais, ceux du temps jadis? Comment pouvait-on s'intéresser à ce troupeau de chiens? Ça, des hommes. Il cracha et sa salive faillit tomber sur un pied qu'il retira précipitamment. Il les regardait un à un avec une grimace de dégoût qui levait la partie gauche de son visage. Oui, tous ces gens venus pleurer avec Meka, comme il le prétendait, n'étaient que des chiens. Tout leur était prétexte pour exiger qu'on leur donnât à boire et à manger. Les yeux d'Ngamba allèrent de groupe en groupe jusqu'au lit où était étendu Meka. Sa grimace s'effaça. « pauvre de nous !» dit-il en baissant la tête. Ces mots se perdirent dans la rumeur générale. « Vemas, Vemas !» vociféra-t-il. « Êtes-vous devenus tous des blancs? Vous ne connaissez plus la plaisanterie ?» dit-il avec un pauvre sourire. Cela dérida l'assistance. Polunti se mit à rire le premier en se gaussant de ses pieds et de la grimace d'Ngamba. On se moquait de Meka. Quelques farceurs mimèrent les scènes de la décoration et de l'emprisonnement comme ils se représentaient dans leur imagination. Les éclats de rire se prolongèrent jusqu'à que quelqu'un s'exclama. « Ah, les Blancs !» Un silence succéda à ces mots et les visages redevinrent graves. Et Ngamba enjamba quelques têtes et se dirigea vers le lit de Meka. « Épargne-moi la poussière de tes couilles, » lui lançait-on. « Ok, je porte les couilles d'un blanc, » répondait-il en riant. « Pas de danger. » Tout le monde riait. Et les blagues continuaient avec leur aménité naturelle dans la case de Meka. Celui-ci roula vers le mur pour faire une place à Ngamba qui souleva son peigne et manquant s'asseoir mécaniquement sur la tête de Meka qui recula encore en faisant un borborigme. Ngamba soupira bruyamment en glissant sa sagaie sous le lit. Ces choses sont devenues inutiles, dit-il en désignant sa sagaie du menton. Complètement inutiles. Et oui, dit gravement Polunti. Ngamba hocha tristement la tête, se passa la paume sur le visage et regarda fixement devant lui. Quand je pense que là-bas, à Zourian, on m'envie parce que Meka a reçu une médaille du chef des Blancs, marmonna-t-il. Songeur. Un hochement de tête, commencé par Polunti, se propagea de tête en tête et atteignit à l'autre bout de la case près de l'étagère. Je me demande ce que ces Blancs veulent de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous au juste? Reprit Ngamba. Ils ont tout pris à Meka. Ses terres, ses fils. Les femmes crièrent en chœur. Quand le calme revint, Ngamba continua. Tout. Vraiment, je mets une braise sur ta pipe, dit-il en se levant, les fesses toujours nues. Qu'est-ce que nous avons même dans ce pays? Je vous le demande. Rien. Et même pas la liberté de refuser leurs cadeaux. Il se rassit. Même pas la liberté de refuser, reprit Isomba. Même pas une liberté. Ces paroles firent le tour de la case. Meka avait tout de même un moyen de montrer qu'il se fichait pas mal de la médaille, bon Dieu, et dit Isomba. Sûr qu'il y avait moyen. Lequel alors? C'est impatienta-t-on. Et Isomba se leva, se racla la gorge, puis regarda malicieusement autour de lui. Il fut pris d'un fou rire. D'autres rires répondirent et l'irréalité devint générale. Et Isomba se passa les doigts sur les paupières. Je me demande d'où me viennent même les idées que j'ai parfois. Peut-être est-ce que c'est parce que je raffole de la viande de tortue? Dit-il en souriant.
Il redevint grave et les sourires disparurent de toutes les lèvres. Eh bien, Mecca aurait pu leur faire voir qu'il... la médaille qu'on allait lui donner, en se représentant là-bas, tout simplement avec un billet. Des visages se plissèrent. Personne ne comprenait. Et Somba se mit encore à rire, mais personne ne rit avec lui. Pliant en deux au milieu de la case, et Somba frétillait tout en se frappant les cuisses. On passa la main derrière le pavillon de l'oreille pour tenter de percevoir les mots qu'il avalait dans sa crise de rire qui les terrassait. C'est moi je dis que devait le billet. C'est comme ça que le chef des Blancs, qui serait baissé pour lui épingler la médaille sur son billet. Le rire s'éclata avec la violence d'une eau bouillante longtemps contenue qui rampe sa digue. Il jaillit de la case, sema la panique parmi la volaille qui chassait paisiblement les cancrelats et disparut au-delà du cimetière de la mission catholique où le père Vandemeyer, qui lisait son bréviaire, poussa un juron. Le spectacle était unique dans la case de Mecca, où tout le monde semblait possédé. On hurlait, trépignait, hoquetait, haletait. On ne s'arrêtait que pour s'essuyer les yeux et recommencer à rire de plus belle. Puis, quand les corps se furent vidés du rire, on passa aux commentaires. Ça c'est bien trouvé, dit Ngamba en frottant son avant-bras droit sur ses yeux. Je vois ça d'ici, continua-t-il. Le chef des Blancs, qui ne peut épingler la médaille sur la poitrine nue de Mecca. Et qui se baisse pour l'épingler où ça? Demanda-t-il en s'esclaffant. Chacun abaissa ses yeux sur son bas-ventre. Les femmes se remirent encore à rire. C'est dommage que moi je ne puisse jamais rien trouver de pareil, dit Mecca. Dommage que je n'ai pas mangé de tortue dans ma jeunesse. Qu'on serve du vin à tout le monde. Tandis que les conversations reprenaient, Nua se versa un autre gobelet de vin de palme. Je n'aimerais pas qu'on dise que je vous ai empoisonné, dit-il en vidant son gobelet. Et Somba est vraiment la tortue en personne, ajouta-t-il en offrant un gobelet de vin à Mecca. En personne vraiment, dit Mecca en portant le gobelet à ses lèvres. Le gobelet passa de main en main. Le liquide laiteux qui emplissait les dames Jeanne disparaissait à vue d'œil. Quand elles furent complètement vides, Mecca, que le vin avait revigoré, se leva et, bien qu'il n'eût pas besoin de soutien, Ngamba lui prit le bras. Ils s'avancèrent au milieu de la case. Que les femmes aillent au marigot et que les hommes retournent à leur occupation. Nous ne pouvons plus rien sur ce qui est déjà fait. Les Blancs sont toujours les Blancs, dit Mecca en jetant un regard attendri autour de lui. Peut-être qu'un jour... Pas ma mère, répondit Ngamba. Le rat de nuit ne raconte pas les aventures qui lui arrivent dans l'obscurité. Les hommes naissent et meurent. Pas ma mère, comment finira le monde avec ces Blancs? Les amis de Mecca se retirèrent un à un. Chacun, après avoir secoué le fond de son pain, se dirigea vers la cour en s'étirant. Sans un regard pour Mecca qui s'était assis sur le traversin de raffia qui lui servait d'oreiller. Seuls Nti et Ngamba étaient restés. Et que raconterais-je même aux gens de Zouyan? Dit le mari d'Amalia en hochant la tête. Aïe, mes ancêtres, partis de mon village, la tête très haute dans le ciel. Après ce qui m'est arrivé. Et vraiment, à présent je m'en moque, coupa Mecca en crachant sur le mur. Entre deux bâillements, il ajouta comme pour lui-même. Et je ne suis plus qu'un vieil homme.